Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voulais prendre un petit peu le temps, un petit peu dans cette mouvance estivale, haussienne, posée, tranquille, podcast si je puis dire. J'avais envie de vous parler d'un coup de cœur que j'ai eu pas plus tard qu'hier soir. Alors, en fait, en réalité, j'ai eu deux coups de cœur ces dernières semaines qui se situent un petit peu dans la même sphère de genre, à savoir le drame horrifique. Et donc là, ce soir, je vais vous parler de Relique, alors que le premier coup de cœur que j'avais eu, c'était The Lodge, du duo autrichien Séverin Fiala et Veronica Franz, qui avait réalisé quelques années plus tôt l'excellent Goodnight Mommy. Et là, pour le coup, Relique, qui est un film plutôt donc australien sur Cossy, réalisé par Nathalie Erika James, avec Emily Mortimer, Robin Nevin et Bella Heathcote. Donc je vais vous en parler parce que c'est vraiment un truc qui m'a fait très très forte impression hier, qui m'a vraiment embarqué, vraiment à peu près au même titre, si vous voulez, que The Lodge, parce que je trouve que c'est deux films qui sont assez similaires, mais je trouve celui-là encore plus maîtrisé. Donc je vais revenir un petit peu en détail sur pourquoi j'avais envie de vous parler de cette œuvre étonnante. Alors tout d'abord, de quoi ça parle ? Alors ça raconte l'histoire d'Edna, qui est une octogénaire et qui va disparaître subitement. Donc sa fille, Kay, et sa petite fille, Sam, vont se rendre chez elle, dans une demeure qui est isolée, ça se passe pas très loin de Melbourne, mais vraiment très isolée, en pleine campagne, et elles vont mener en fait les recherches pour tenter de retrouver la grand-mère. Mais fatalement, dans cette maison, dans cette étrange maison très isolée, il va se passer des tas de phénomènes étranges, et elles vont devoir y faire face. Alors on part d'un postulat de film, si vous voulez, de maison hantée entre guillemets, pour être très simple, mais le film va beaucoup plus loin que ça, même si encore une fois c'est pas péjoratif par rapport au film de maison hantée de manière classique si vous voulez, mais c'est-à-dire qu'on va aller un petit peu plus loin, retravailler ça. Alors encore une fois c'est pas inédit dans le cinéma fantastique, le fait est que le fantastique va naître de l'état d'esprit, de l'état psychologique des personnages. C'est l'émanation, l'incarnation, l'excroissance des névroses, on va dire de l'état intérieur de divers personnages qui vont s'extérioriser. C'est le changement de point de vue, c'est vrai que je mets souvent de l'importance à la question du point de vue, mais c'est ça, le fantastique, c'est changer de point de vue, s'immerger dans un point de vue qui n'est pas le nôtre, et qui de fait va nous paraître étrange et inquiétant, pour revenir à l'étrange étrangeté, parce qu'il va nous faire voir le monde d'une autre manière. Et là l'idée c'est qu'on va progressivement, on va arriver avec le point de vue donc, de la fille, de la grand-mère et de la petite-fille, la fille et la petite-fille qui vont arriver dans la maison, donc qui de fait... Et très vite, on va le voir, je spoil pas, je ferai peut-être une zone spoiler un petit peu plus tard, mais dans l'immédiat, la grand-mère va vite réapparaître, mais étrange. Et pour le coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que on est d'abord dans le point de vue donc, de la fille et de la petite fille, qui vont voir ça un petit peu de l'extérieur, et tout ce qui arrive à la grand-mère de manière extérieure, mais progressivement, elles vont plonger tête baissée dans le point de vue de la grand-mère. Et c'est de là que va naître le fantastique, de ça que va naître le fantastique. Et c'est ça qui est fascinant, c'est pour ça que c'est un drame fantastique et horrifique, parce que c'est avant tout le drame intérieur, mais aussi le drame qui se joue entre ces trois personnages. Et fondamentalement, ce qui est très intéressant, c'est ces trois portraits de femmes qui sont absolument magnifiques et bouleversants. Et tous ces trois caractères, ces trois personnages qui vont s'entrechoquer, et qui vont créer un petit peu, encore une fois, ce conflit de point de vue, et qui va amener au fantastique, à l'émergence du fantastique. Alors ce fantastique, il est excessivement bien servi par une mise en scène qui est vachement intéressante parce qu'elle est très sobre, mais très maîtrisée. Elle est jamais poseuse, elle est contemplative, elle prend son temps, elle se promène dans ses couloirs avec des sortes de très très lents travelling qui se débulent très légèrement pour susciter une étrangeté. Tout ça avec une photographie alors, très nocturne parce que ça se passe très souvent la nuit, on est dans une sorte de ton très froid, très bleuté. Qui encore une fois confère de l'étrangeté à l'ensemble, et tout ça soutenu par un sound design qui est très très particulier. Si vous voulez qu'à proprement parler, il n'y a pas d'éléments musicaux en fait vraiment qui soutiennent l'image, mais plutôt un sound design très particulier, jouant sur des infrasons, des graves très profonds, très désagréables, et à l'inverse des ultrasons à certains moments. Notamment il y a un moment où la grand-mère voit quelque chose ou indique à sa fille qu'il y a quelque chose sous son lit, et là on a ces petits éléments on va dire d'ultrasons qui sont très très désagréables et qui nous plongent progressivement en fait dans le point de vue de cette grand-mère, puisque fondamentalement en fait c'est un film métaphorique, c'est un drame horrifique, mais qui utilise justement l'horreur comme métaphore d'un état interne, comme je disais tout à l'heure, mais qu'on va extérioriser. Et là pour le coup le film parle très clairement d'Alzheimer, et dans la manière dont cette vieille dame qui intériorise, qui subit intérieurement toutes les
on va dire toutes les dégénérescences propres à Alzheimer, qui est une maladie neurodégénérative, donc la dégénérescence neuronale, mais la dégénérescence physique également. Tout ça va être progressivement extériorisé, être symbolisé, si vous voulez, à plus forte échelle avec la maison, parce que la maison est un personnage à part entière, dans la mesure finalement où elle est l'écho ou l'excroissance de ce qui se passe dans le cerveau, en fait, au plus profond des neurones, en fait, de la grand-mère. Elle le dit très bien au tout début, la grand-mère, elle parle du fait que cette maison lui paraît beaucoup plus grande que ce qu'elle était avant que son mari décède, puisqu'elle est seule, et sans entendu qu'elle s'y perd. Et à proprement parler, au bout d'un certain temps, la fille et la petite fille vont se perdre à l'intérieur de la maison, encore une fois, donc de vivre cet état de fait où on se perd dans sa propre maison. Alors, se perdre dans sa propre maison, c'est ce qui est propre aux individus qui peuvent avoir Alzheimer, notamment vous avez tous ces éléments-là qui sont propres aussi à Alzheimer, avec ces petits post-it que la vieille dame laisse partout dans la maison pour se souvenir de ce qu'elle doit faire, évidemment. Mais justement, cet état de fait-là, c'est aussi se perdre dans les couloirs de sa propre maison, être perdu, ne plus reconnaître, etc. Donc, et le film joue très très bien là-dessus, en fait, parce qu'il a cette puissance aussi de te perdre dans un lieu que tu connais. C'est-à-dire que dans un premier temps, la maison, elle paraît finalement assez simple, elle est grande, mais pas trop non plus. Mais on va réussir à te perdre à l'intérieur et à te déstabiliser avec des décors que tu connais, mais que tu ne connais pas vraiment. Tu as des bribes, des sortes de sentiments de déjà-vu, tu as déjà vu ces éléments-là de la maison, mais en même temps, ils te paraissent étranges, biaisés, etc. Et en fait, tu n'es pas sûr de les avoir déjà vus. Et c'est vachement intéressant parce qu'il y a un jeu qui est fait vraiment avec le spectateur pour le perdre autant que les personnages sont perdus à l'intérieur. Et encore une fois, la maison est un personnage à part entière, en cela, encore une fois, qu'elle est l'écho un petit peu de l'état cérébral et neuronal de la vieille dame, de la grand-mère. Donc c'est assez terrifiant en fait, parce que c'était encore une fois si vous voulez, le sujet à proprement parler n'est pas fantastique, mais la manière dont le fantastique va le traduire, si vous voulez, à proprement parler, ça va rendre absolument terrifiant cet état de fait, parce que ça te plonge dans quelque chose que t'as pas forcément envie de voir, que t'as pas forcément envie de vivre, en l'extrapolant de manière à ce que des individus qui ne sont pas atteints de la maladie ressentent exactement la même chose. Et c'est traduit de manière fantastique, mythologique aussi, puisqu'il y a des visuels vraiment purement fantastiques, dont on aura très peu d'explications, et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que tous les éléments fantastiques, jusqu'à la dernière séquence, ou les dernières séquences qui sont, alors, je dirais le troisième acte et le climax, qui sont à proprement parler quand même des éléments très étranges, dont on n'apprendra pas grand chose en fait fondamentalement, mais c'est pas grave en fait, ça laisse le mystère complet, et encore une fois ce sont des éléments métaphoriques qui sont terrifiants parce qu'on n'a pas d'explication à leur sujet. Dès lors qu'on aurait tendance à le démystifier, ça n'aurait plus vraiment d'intérêt. Là c'est terrifiant parce qu'on ne sait pas vraiment tout ce qui se passe, et c'est exactement comme la maladie. En réalité la maladie, on ne sait pas vraiment comment elle se développe, comment elle fonctionne. On est complètement désarmé face à elle, et c'est exactement la même chose. On est désarmé face à cet état de fait fantastique face auquel on ne peut pas du tout réagir, on ne peut pas l'affronter, la maladie, si vous voulez. Vous ne pouvez pas gagner contre la maladie. De la même manière, ici, on vous montre que vous ne pouvez pas gagner contre ce fantastique, quand bien même, à la fin, il y a quelque chose de plutôt optimiste, qui est un petit peu teinté, nuancé, parce qu'effectivement, vous avez un petit élément, un petit twist à la fin, sur lequel je vais revenir dans une section spoiler, et qui amène un autre point qui est intéressant, puisque au-delà de la question de la maladie, évidemment, c'est la question, si vous voulez, aussi de la famille qui est très importante, et tous les questionnements sur l'hérédité. Je pense que c'est pas anodin le lien avec l'hérédité d'Ari Aster qu'on pourrait faire, que The Lodge, dont je vous parlais tout à l'heure, de Séverin Fiala et Véronica Franz, est aussi un hommage à plein de reprises sur la maison de poupée notamment, etc., à Hérédité. Comme quoi Hérédité a bien mis sa marque, et là la question de l'hérédité elle est aussi présente dans Relique. Et c'est ça qui est assez fascinant, parce que le film se veut optimiste quand même, parce que la séquence de fin, le climax, c'est excessivement beau et bouleversant, mais c'est nuancé. Si vous voulez, c'est pas, encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc, il y a toujours de la nuance dans tout ça. Dans ce qui a l'air le plus terrible, il y a toujours des choses qui sont plutôt optimistes, mais même à l'extérieur de l'optimisme, il y a des éléments qu'on peut considérer comme pessimistes, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est très clairement énoncé. Encore une fois, le film, moi, me semble très viscéral et pas très cérébral. C'est vraiment, ça joue principalement sur les émotions. Donc c'est pas forcément facile en fait d'exprimer tous ces éléments-là qui sont absolument inhérents en fait à nos émotions, au bouillonnement interne qu'on va avoir en regardant et en vivant le film surtout. Petite section spoiler pour le final que je trouve particulièrement intéressant.
Donc c'est voilà, si vous avez envie d'aller voir le film, découvrez-le bien sûr de toute urgence. Vous pouvez vous arrêter là, hein, mais vraiment je vous intime à le découvrir. J'essaye d'en dire le moins possible parce que je trouve que le film est très surprenant, vous savez pas vraiment où il va, et c'est pour ça que j'ai envie de vous en dire très peu. C'était vraiment une invitation à la découverte, surtout ici. Mais voilà, maintenant je vais spoiler juste pour la séquence de fin qui est quand même vachement intéressante, puisque on va découvrir au fur et à mesure que le personnage de la grand-mère va progressivement dépérir, corporellement de fait, face à cette fatalité qu'est la maladie, avec toute encore une fois, cette moisissure qui entre par la porte d'entrée et qui progressivement dévore en fait le corps de la grand-mère, à tel point qu'elle va commencer à se mutiler pour essayer de faire sortir potentiellement quelque chose. Et à la fin, vous allez avoir finalement face à face entre les deux filles et ce personnage de la grand-mère qui n'est plus vraiment la grand-mère, mais comme l'est un individu dans une certaine mesure qui a Alzheimer et qui se trouve, ou même la démence de manière globale, et qui fait qu'il y a une dépersonnalisation du sujet. Là, vous avez cette dépersonnalisation du sujet, mais encore une fois qui est extériorisée, avec tous les phénomènes de corps qu'il peut y avoir à partir de là, tout ce qui est trait, si vous voulez, à la somatisation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle devient monstrueuse, elle devient une créature vraiment à proprement parler mythologique. Alors qu'on voit apparaître ça et là dans les cauchemars en fait que fait la fille, pour le coup. Mais on va en apprendre plus sur cette transformation, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du body horror dans une certaine mesure aussi. Et pour moi c'est relativement clair sur la fin. Les deux jeunes femmes donc affrontent la grand-mère, mais à la fin, alors qu'elle est en train de périr, elle décide, alors d'abord la fille, de rentrer pour aller accompagner sa mère dans la mort. C'est ça, hein, c'est cette idée vraiment d'accompagnement final, avec tout le fond qu'il y a sur la question de la culpabilité, etc. Mais elle va l'accompagner sur son lit de mort. Et puis la petite fille va lui emboîter le pas et va donc la suivre et intervenir dans la maison dans un dernier temps. Et cette disparition, cette mort, elle se joue sous forme de métamorphose avec cette très très belle séquence où, dévorée par la moisissure, la fille donc va prendre sa mère et lui retirer intégralement la peau jusqu'à mettre à jour une créature très étrange, qui est complètement, encore une fois, dépersonnalisée, ce qu'est finalement le processus terminal de la maladie. On a une sorte d'enfant en fait avec un visage de vieillard en fait, c'est assez terrifiant. Ce personnage est à la fois extrêmement terrifiant, extrêmement poétique, fascinant, bouleversant, qui est fait avec un animatronique que je trouve assez bluffant en plus, même si les plans sont très très courts et que la séquence où on la voit vraiment intégralement est très très courte. Mais voilà, on a ce personnage qui n'est pas un écorché pour moi, puisqu'elle lui retire la peau, il n'y a pas de sang particulièrement, mais une sorte de personnage tout noir, intégralement noir, qui semble progressivement tomber en poussière. La poussière et la moisissure, encore une fois, sont des choses, des motifs esthétiques qu'on va voir assez régulièrement dans le film. Et elle va donc, cet enfant, puisqu'encore une fois, la neurodégénérescence amène à ce que l'individu contaminé, le mot n'est pas forcément touché par la maladie d'Alzheimer, finalement est un enfant, mais qui est affublé de ce masque de vieillard, si vous voulez. Et cette séquence, elle est absolument bouleversante, je trouve, avec ces trois femmes, ces trois générations, qui accompagnent dans la mort la plus âgée, alors que la plus jeune voit déjà sur le dos de sa mère cette moisissure avec cette fatalité en fait, et cette hérédité, pour revenir à la question de l'hérédité, ce mal qui se transmet, qui est le mal alors de la maladie, mais qui est la mort également, hein, tout simplement en fait, c'est-à-dire dès lors que la personne qui est dans la génération d'au-dessus meurt, eh bien c'est à notre tour dans une certaine mesure. C'est ça l'idée aussi, c'est de vous montrer que quand vos parents sont plus là, c'est vous les prochains. J'entends au sens, si vous voulez, si on parle de mort naturelle, si vous voulez, ou on va dire dans l'ordre des choses en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes les prochains sur la liste, et puis la petite fille sera la prochaine sur la liste, etc., etc. Encore une fois, dans l'ordre naturel des choses. Donc cette séquence de fin, je trouve qu'elle est éminemment terrifiante, à la fois extrêmement lucide, et à la fois extrêmement belle aussi, parce qu'il y a encore une fois, c'est optimiste, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation, en fait. Là où les personnages n'acceptaient pas, en fait, tout ce qui se passait, n'acceptaient pas cet état de fait, qui est la maladie, cet état de fait, qui est la fatalité, là, fondamentalement, elle l'accepte. Il y a une sorte d'acceptation, ce qui amène à la question du deuil également. Donc c'est un film qui est très riche, qui parle de tas de choses, de tas de thématiques absolument passionnantes, et que je vous invite à voir. Alors je vous invite à voir, au passage il y a il me semble, c'est dans le Los Angeles Times, que vous trouvez sur internet, j'essaierai de mettre le lien en description. Vous avez une très bonne interview en fait de la réalisatrice, qui notamment
prend le temps d'expliciter cette dernière séquence. Comme quoi il y a vraiment quelque chose d'extrêmement lucide en fait sur ce qu'elle veut faire passer en fait à travers son cinéma et à travers son film ici. Donc c'est un film absolument passionnant, c'est vraiment un gros coup de cœur. Alors encore une fois, vous n'attendez pas un film d'horreur mais plutôt un drame horrifique. Encore une fois, c'est exactement le même principe pour The Lodge, hein, c'est un drame horrifique qui n'a pas tant cherché à vous faire peur à l'aide de jumpscares et autres, mais plutôt à instaurer une ambiance et à utiliser encore une fois le fantastique et l'horreur comme métaphore, comme ce que je disais tout à l'heure, hein, extériorisation d'états de fait internes à l'individu, au sujet. Et donc l'idée de s'immerger dans un point de vue qui n'est pas le mien, et donc même au passage de jongler entre les points de vue pour voir divers aspects de la réalité qui vont mener à une étrangeté inquiétante. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour. Il y aurait des tas de choses à dire évidemment, il y aurait des tas d'analyses à faire plan par plan. Mais là l'idée c'est plutôt de vous amener à aller découvrir le film, de vous encourager à le découvrir. Je crois qu'il va sortir en salle hein, dans quelques temps quand les choses seront remises plus ou moins en ordre, on va dire. On l'espère en tout cas. Donc voilà, découvrez ce relique parce que c'est vraiment quelque chose de passionnant. C'est vraiment un très beau film. Voilà, et découvrez aussi au passage The Lodge de Séverin Fiala et Véronica Franz, qui est aussi, je trouve, une très belle œuvre et qui au passage a le même motif. C'est intéressant, même dommage, on parlait d'hérédité tout à l'heure, mais il y a aussi ce fond Shining que je trouve intéressant parce que le côté maison labyrinthique aussi, là où on avait plutôt la maison isolée à la montagne dans The Lodge, et avec tous les éléments qu'on pourrait trouver d'ailleurs, tous les liens qu'il y a à faire avec Shining, là c'est exactement pareil avec cette séquence du labyrinthe, hein, encore une fois, que vont arpenter les personnages et qui ne sont finalement que l'écho de leur esprit. Donc ça c'est assez intéressant, c'est simple si vous voulez, c'est pas l'immense métaphore puisque Shining de Kubrick l'avait déjà fait extrêmement bien. Mais voilà, ce sont des réinterprétations et ce sont des hommages, je trouve, plus qu'intéressants. Écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Matez des films, c'est important. Bonne soirée à vous et puis des bisous. Salut!